Donc bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs du congrès pour cette invitation. Donc je vais parler des modèles gyrofluides et de leur application dans l'étude de la reconnexion sans collision et en particulier dans l'étude de l'instabilité Cheering et de l'instabilité plasmoïde. Donc ces résultats, ils ont été obtenus pendant mon doctorat au laboratoire Lagrange à Nice et au Politecnico de Turin. Et j'aimerais donc remercier bien sûr mes encadrants Emmanuel Tassi, Daniela Grasso et mes collaborateurs sur ce projet. Donc je vais commencer par donner un bref aperçu de ce qu'est la reconnexion magnétique et ensuite je vais présenter donc l'approche gyrofluide. Donc d'abord dans un plasma qui est idéal, donc un plasma qui, je vois que les slides ont été un peu modifiés. Bon, on va voir si ça se passe bien. Donc dans un plasma qui conduit le courant parfaitement, en général, on peut montrer que le flux magnétique qui passe à travers une surface qui se déplace à la vitesse du fluide est une quantité qui est conservée. Cette conservation, elle s'appelle la condition du champ gelé et elle va impliquer directement que la topologie du champ magnétique ne peut pas être modifiée. Donc un élément fluide qui va être attaché à une ligne de champ va continuer à être connecté à cette ligne de champ tout au long de l'évolution et la reconnexion magnétique ne peut pas avoir lieu. C'est le cas, par exemple, dans le cadre de la MHD idéale qui décrit un couplage parfait entre l'évolution du fluide et l'évolution du champ magnétique. La reconnexion magnétique, c'est un changement de la topologie du champ magnétique. Donc elle nécessite un effet non idéal qui va donc rendre le plasma non parfaitement conducteur et briser cette condition du champ gelé. Donc vous avez ici la loi d'Ohm généralisée. Et vous avez des exemples à droite de termes qu'on appelle des termes non idéaux qui vont briser cette conservation. Ces termes non idéaux, ça peut être par exemple la résistivité qui est donc générée par les collisions entre les particules. Ça peut être le fait qu'on prend en compte la petite masse des électrons. Donc les électrons ont une masse non négligeable, donc ils vont avoir une réponse qui n'est pas tout à fait immédiate aux fluctuations du champ électrique. Ou ça peut être des effets des rayons de Larmor des particules. Pour que la reconnexion ait lieu, en fait, il est suffisant qu'un de ces effets, qui sont en général négligeables à grandes échelles, il est suffisant qu'un de ces effets devienne en fait important à petites échelles, localement, dans une région qu'on appelle la région de diffusion. Donc c'est une région où la direction du champ magnétique s'inverse et vous avez un fort courant hors plan. Et dans cette petite région, localement, la conservation... la condition du champ gelé est brisée et la reconnexion peut avoir lieu. Une fois que la reconnexion a lieu, vous avez donc des lignes de champ magnétique qui sont fortement courbées et lorsqu'elles vont se décourber, elles vont attirer de la matière avec elles, donc créer des jets alvéniques. C'est en général un phénomène qui est très explosif et qui permet une conversion d'énergie magnétique en énergie cinétique. Donc ce que je voulais pointer ici, c'est que pour pouvoir décrire la reconnexion non collisionnelle, il faut avoir un modèle qui va au-delà de la MHD, donc il y a une description plus riche que la MHD. Il faut au moins une description bifluide pour prendre en compte ces termes ici, ou une description pleinement cinétique. Et les modèles gyrofluides se trouvent un peu c'est des modèles qui font un peu intermédiaire entre l'approche simple MHD et l'approche lourde cinétique, parce qu'ils permettent de prendre en compte des effets cinétiques. Ils sont simples à intégrer numériquement et ils sont aussi simples pour utiliser des outils analytiques. Donc voici juste quelques exemples de reconnexion, quelques exemples d'environnements où la reconnexion a lieu. Donc elle a lieu dans la magnétosphère terrestre où elle est observée par des missions spatiales comme la mission MMS, la mission Cluster. Il y a deux sites principaux de reconnexion, côté jour et côté nuit. Du côté nuit, vous voyez que les lignes de champ magnétique, elles se décourbent en direction vers l'intérieur de la magnétosphère et c'est ça qui permet l'entrée
de particules très énergétiques à l'intérieur de la magnétosphère qui vont ensuite s'enrouler le ligne des champs pour arriver au pôle nord et sud et créer les aurores boréales. Donc c'est assez d'actualité. Ensuite, elle est aussi donc responsable des solar flares, donc c'est des boucles de champs magnétiques à la surface du Soleil qui se déconnectent puis qui envoient de la matière dans la couronne solaire. Ça participe au réchauffement de la couronne solaire. Elle pose aussi problème pour la fusion, parce que dans les réacteurs de fusion, on aimerait que les surfaces magnétiques restent bien stables, mais elles se reconnectent, et donc ça détruit le confinement du plasma. Et elle est aussi, donc, elle existe aussi dans les expériences de laboratoire, dans d'autres magnétosphères de planètes. Elle est aussi devenue très intéressante un peu plus récemment pour les objets compacts, parce qu'elle peut permettre des accélérations de particules à des vitesses relativistes. Donc il y a beaucoup d'exemples, mais les modèles dont je vais parler, les modèles gyrofluides, ils ne permettent pas de décrire tous ces environnements, ils permettent de décrire un plasma dans un régime particulier. Donc on décrit un plasma avec un champ guide fort, donc on a un champ guide constant et très fort dans une direction, et la reconnexion a lieu dans le plan perpendiculaire à ce champ guide. Ils permettent aussi de décrire un plasma qui est donc non collisionnel, donc le libre parcours moyen des particules est très grand par rapport à la taille du système auquel on s'intéresse. Donc c'est en général très bien pour, par exemple, le vent solaire ou le plasma de la magnétosphère. Et ils permettent aussi donc, de décrire un plasma qui est non relativiste. Donc ça exclut tous les objets compacts de la liste d'applications possibles. Donc on est dans une géométrie qu'on appelle la géométrie slab, avec un champ guide fort le long de la direction Z, qu'on appelle la direction parallèle. Et ce champ guide, il introduit une anisotropie dans le système. Les fluctuations deviennent fortement anisotropes. Et ça nous permet, en fait, cette anisotropie, ça nous permet de simplifier l'équation cinétique, de faire des hypothèses, par exemple, que K parallèle est plus petit que K perp, que les fluctuations, elles ont une fréquence qui est beaucoup plus petite que la gyrofréquence des particules. Donc on va s'intéresser à des dynamiques qui sont beaucoup plus lentes que la rotation très rapide des particules le long du champ guide. Et on peut simplifier l'équation cinétique. Cet ordering, c'est en fait exactement l'ordering gyrocinétique. Donc je ne voulais pas rentrer trop en détail, donner trop de détails sur la dérivation, mais pour dériver les modèles gyrofluides, ce qu'il faut faire, c'est prendre des moments de l'équation gyrocinétique. Donc en intégrant la fonction de distribution des gyrocentres, on obtient la densité, la fluctuation des densités des gyrocentres, la vitesse des gyrocentres, la température des gyrocentres, au lieu d'obtenir les moments en fait des particules elles-mêmes. Ensuite, on obtient donc une hiérarchie infinie, évidemment, de moments et d'équations. Il faut appliquer une fermeture. Il y a plusieurs fermetures possibles, il existe plusieurs modèles gyrofluides possibles, et pour celui dont je vais parler là, on a fait l'hypothèse que les électrons étaient isothermes. Ensuite, on a simplifié encore plus les équations en supposant que les ions étaient froids. Ça permet de négliger des effets des rayons de l'armor ionique et de se focaliser sur les effets des rayons de l'armor électronique. Et donc les équations, elles sont données ici. Vous avez la première équation, c'est en gros l'équation de continuité. La deuxième équation, c'est en gros l'équation, ça joue le rôle de la loi d'Ohm. Et ensuite, vous avez les équations statiques qui sont dérivées de la quasi-neutralité et loi d'Ampère parallèle et perpendiculaire. Dans ces équations, vous avez des paramètres, donc DE et ρs, qui sont des longueurs caractéristiques. DE est la longueur caractéristique de l'inertie des électrons, ce qui est l'électron skin depth, et le rayon de l'armor sonique. Ces longueurs, elles sont normalisées par une longueur arbitraire L, qui, en fait, plus tard, va être la largeur de notre feuille de courant dans laquelle la reconnexion va avoir lieu. Vous avez aussi des opérateurs dans ce modèle, G1,0, G2,0, qui sont des opérateurs de gyromoyenne, qui sont assez compliqués dans l'espace de Fourier. Ils peuvent être vus comme exponentielle moins K perp fois le rayon de l'armor électronique. Donc c'est dans ces opérateurs-là que les effets des rayons de l'armor électronique vont entrer en jeu dans le modèle fluide. Si vous prenez par exemple des effets des rayons de l'armor électronique négligeables, donc la longueur caractéristique ρe tend vers 0, vous pouvez faire une expansion de Taylor de cet opérateur, ça devient 1 plus des termes très petits que vous pouvez négliger, et vous passez en fait d'un modèle gyrofluide à un modèle fluide, en se débarrassant de tous ces opérateurs-là. Donc, juste pour résumer, les effets non idéaux dans ce modèle-là qui vont briser la conservation, ça va être l'inertie des électrons et les effets de rayons de l'armor électronique. Ce modèle peut aussi prendre en compte donc un bêta électronique fini et une fluctuation du champ magnétique le long du champ guide.
Pour étudier la reconnexion, donc on part d'un équilibre pour le potentiel magnétique qui donne un champ magnétique dont la direction s'inverse au milieu de la boîte, et ça génère donc un fort courant le long de x égale 0. Il n'y a aucun écoulement à l'équilibre, aucun flux à l'équilibre, et on ajoute une perturbation de la forme cosinus ky, y. Et c'est un équilibre qui est initialement instable. Et en excitant uniquement le mode m égale 1, on va introduire un seul point de reconnexion dans cette feuille de courant. Et ensuite, ce qu'on regarde, c'est la rapidité de la reconnexion. Pendant que la reconnexion a lieu, vous avez donc un îlot magnétique qui se forme, un écoulement qui converge vers le point X et qui sort du point X vers l'intérieur de l'îlot. Et dans certains régimes, vous pouvez avoir une feuille de courant secondaire qui se forme au niveau du point X. C'est ce qu'on appelle le collapse du point X. Cette nouvelle feuille de courant, elle va évoluer, donc devenir de plus en plus fine, elle va être soumise à des écoulements, etc. Donc c'est en fait un système qui est beaucoup plus réaliste que le système initial qui est statique et initialement instable. Et pendant l'évolution non linéaire de cette feuille de courant, on peut observer des nouveaux événements de reconnexion. C'est ce qu'on appelle l'instabilité plasmoïde. Donc c'est des modes dans la phase non linéaire du mode Tigring qui vont se développer dû à des interactions non linéaires. Puis ensuite, ils sont portés par l'outflow et se déplacent le long de la feuille de courant. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on caractérise la formation de la feuille de courant secondaire, donc sa longueur, sa largeur en fonction des paramètres du système. Delta prime, c'est un paramètre qui est propre à l'instabilité de Tigring et qui représente en fait la quantité d'énergie magnétique qui est initialement stockée dans le système pour être ensuite convertie en énergie cinétique. Donc c'est comme un seuil d'instabilité. Si delta prime est positif, alors on est initialement instable. Si delta prime est négatif, on est stable. Ensuite, une fois que cette feuille de courant donc, elle a été caractérisée, on cherche son seuil d'instabilité pour que les plasmoïdes émergent, pour que l'instabilité plasmoïde se déclenche. Ce seuil d'instabilité, en général, il est exprimé comme le rapport d'aspect, donc la longueur sur la largeur, et on va chercher le rapport d'aspect critique dans les différents régimes, sans collision, collisionless. Donc avec le modèle que je viens de présenter, on a fait plusieurs simulations en variant les différentes longueurs caractéristiques, celles des rayons de l'armor sonique et de l'inertie des électrons. Le premier plot que vous avez ici, donc on a ρs égale 0 et on agrandit l'échelle de l'inertie des électrons. On voit que le rapport d'aspect de cette feuille de courant, il décroît comme l'inverse de l'inertie des électrons. La géométrie de la feuille de courant change aussi drastiquement. On voit que le courant est moins uniforme, donc il y a une densité plus faible de lignes de champ magnétique. Là, ce que vous voyez, c'est le courant donc hors plan. Par-dessus, vous avez des lignes de champ magnétique. Donc on voit qu'en fait, il y a une densité beaucoup plus faible de lignes de champ magnétique qui se forment le long de la feuille de courant. Donc cette feuille de courant va être beaucoup plus instable que celle-ci. Ensuite, on ajoute les effets des rayons de l'armor sonique. En faisant ça, on ajoute dans la loi d'Ohm un terme qui décrit la compressibilité parallèle des électrons, mais en particulier, on ajoute un drift dans le plan perpendiculaire, dans la vitesse perpendiculaire, qui s'appelle le drift diamagnétique. Donc l'inflow et l'outflow vont être différents. La reconnexion, en fait, est beaucoup plus rapide. Donc vous avez un outflow au niveau du point X qui est beaucoup plus important. Ça va séparer la feuille de courant en deux. Et évidemment, cette feuille de courant va être beaucoup plus instable, beaucoup plus stable et former beaucoup moins de reconnexion secondaire. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore pris les deux régimes, dans le cas où DE est plus grand que ρS et DE est plus petit que ρS. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi la boîte, donc on a agrandi le paramètre delta prime, pour voir en fait beaucoup plus de reconnexion. Déjà, la longueur de la feuille de courant, dans ce cas-là, elle grandit proportionnellement à delta prime, ce qui est très identique au cas résistif, si on fait en fait la même chose avec la MHD résistive. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas delta prime égale 14.3, la feuille de courant secondaire, elle reste stable, alors que si on ajoute donc les effets des rayons de l'armor sonique, on passe d'une feuille de courant marginalement stable à une feuille de courant marginalement instable. Donc en fait, ajouter ces effets de rayons de l'armor sonique favorise la reconnexion. On voit aussi qu'on a beaucoup plus de vortex magnétiques qui se forment le long de la feuille de courant. Donc juste aussi quelque chose pour préciser, c'est un peu compliqué d'interpréter ce que ça représente, donc d'agrandir ces échelles caractéristiques. Ce que vous pouvez voir ici, en fait, ça peut être interprété comme augmenter la température d'équilibre des électrons.
passer de ce régime-là à ce régime-là, c'est comme augmenter la température d'équilibre des électrons. Donc pour résumer ces résultats, on peut faire une sorte de diagramme qui résume en gros les différents régimes. Donc les paramètres, je vois que sur toutes mes slides, je pense que tout a été shifté. Je suis désolée, j'espère que c'est lisible. Les deux paramètres qui vont être pertinents ici, ça va être la longueur de la feuille de courant normalisée par ces échelles cinétiques. Et les plasmoïdes se forment dans les régions vertes et bleues. Donc on a deux seuils d'instabilité, A star 1, A star 2. Dans le cas où les effets des rayons de l'armor sonique sont négligeables, on a que ces plasmoïdes vont se former uniquement si notre feuille de courant elle a un rapport d'aspect d'au moins 10. Lorsqu'on ajoute ces effets des rayons de l'armor sonique, on favorise l'instabilité pour des feuilles de courant qui ont un rapport d'aspect beaucoup plus petit que 10. Je voulais aussi préciser que ce seuil de rapport d'aspect de 10 est beaucoup plus petit que le seuil d'instabilité dans le cas résistif, donc dans le cas où la reconnexion est générée par les collisions. Ce seuil d'instabilité ici, A star 2, il a été dérivé, donc c'est par un scaling qu'on a dérivé analytiquement. Un des avantages de ces modèles réduits, c'est aussi le fait qu'on puisse appliquer en fait des outils analytiques assez facilement à ce genre de modèle. Je vais en parler un peu plus dans la slide suivante. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est étudier l'impact des bêta, de bêta électroniques. Donc, en fait, lorsqu'on augmente le bêta électronique, on augmente l'amplitude des fluctuations du champ magnétique le long du champ guide. Ça introduit un drift dans la vitesse perpendiculaire qu'on appelle le Gradby drift, non linéaire, et ça augmente aussi l'échelle caractéristique du rayon de l'armor électronique. Donc, ce que vous avez ici, c'est donc une relation de dispersion analytique du taux de croissance linéaire de la reconnexion qui a été dérivé. On peut voir que lorsqu'on augmente en fait le rayon de l'armor électronique ou le bêta électronique, on stabilise en fait la reconnexion. Donc on a une reconnexion qui est de moins en moins rapide, plus on augmente bêta E. On a aussi donc un accord absolument parfait entre la relation de dispersion analytique et les simulations qui ont été faites avec le modèle gyrofluide. On a aussi comparé avec un modèle gyrocinétique et on obtient aussi un très bon résultat. Donc, en principe, ces modèles gyrofluides, ils vont être valides dans un régime qui va être assez restreint, mais ils permettent de dériver des relations de dispersion qui sont absolument exactes. Donc, si vous prenez, par exemple, un modèle cinétique avec des paramètres initiaux qui vont matcher absolument les hypothèses qui ont été faites pour dériver ces relations de dispersion, ça devrait être possible de prédire exactement le taux de croissance de votre instabilité. Donc ici, pareil, vous avez le taux de croissance de la reconnexion en fonction du paramètre bêta. Ici, ce qui est augmenté, donc c'est bêta et l'inertie des électrons, parce que toutes ces longueurs caractéristiques sont en fait liées, donc on ne peut pas en varier qu'une seule sans forcément varier sans égarder les autres fixes, c'est pas forcément possible. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le taux de croissance va être proportionnel à l'inverse de la racine de bêta, ce qui a aussi été obtenu avec un modèle gyrocinétique, donc ça montre encore l'accord qui est très bon entre le gyrofluide et le gyrocinétique. Ici, vous avez le taux de croissance de l'instabilité en fonction de bêta, et cette fois, ce qu'on augmente, c'est le rayon de l'armor sonique en fixant l'inertie des électrons. Ce qu'on voit, c'est que pour un bêta électronique petit, les effets des rayons de l'armor électronique sont négligeables, et les effets des rayons de l'armor sonique sont plus importants et déstabilisent la reconnexion. Donc on a d'abord une reconnexion qui augmente, jusqu'à ce que les effets des rayons de l'armor électronique en fait, prennent le dessus et stabilisent la reconnexion, donc ralentissent le taux de croissance de l'instabilité de Tearing. Ensuite, donc, on voulait regarder un peu l'impact du paramètre bêta-E sur la formation des plasmoïdes lorsqu'on a ce collapse de la feuille de courant. Ici, vous avez donc 4 simulations, mais 2 régimes différents. À gauche, donc, vous avez une simulation gyrofluide, gyrocinétique pour un petit bêta électronique. Puis, pareil ici, une simulation gyrofluide, gyrocinétique pour un petit bêta électronique.
Donc la différence entre gyrofluide et gyrocinétique, c'est déjà, bien sûr, la fermeture, les hypothèses qu'on a fait que les ions étaient froids. Donc ils ont pris la limite ion froid, mais ils ont quand même forcément des effets de rayons de l'armor ionique, etc., que nous on a négligé. Donc il y a des petites nuances, mais on obtient quand même des résultats qui sont similaires. On a donc pour petit bêta une feuille de courant qui est stable. On a par contre un rapport d'aspect qui est identique dans les deux cas. Donc en fait, augmenter les rayons de l'armor électronique change le seuil de cette instabilité et va favoriser la reconnexion. Et donc, ce qu'on a fait aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que on a fait aussi des comparaisons pour des feuilles de courant qui sont très très grandes. L'avantage du modèle gyrofluide, c'est qu'on peut prendre énormément de points, donc on peut avoir un spectre très large et on peut observer des toutes petites structures, parce qu'on peut avoir une résolution suffisante, on peut observer des toutes petites structures magnétiques qui ne vont pas forcément être vues avec une simulation gyrocinétique, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une résolution aussi importante, et on va donc en fait manquer un peu des phénomènes de reconnexion secondaires avec un code qui va être en fait trop cher numériquement. Oui, je voulais aussi juste brièvement parler d'un travail plus récent. Donc ça, c'est un article qui a été paru dans POP il y a quelques mois, dans lequel on montre cette fois un modèle qui retient les effets des rayons de l'armor ionique et qui néglige les effets des rayons de l'armor électronique. Donc il est valide en fait pour un rapport de température cette fois qui est complètement arbitraire. En fait, il combine la dérivation de ce modèle combine en fait deux scalings différents, un scaling dans lequel le rapport de température est d'ordre 1 et un scaling dans lequel le rapport de température est en fait très grand. Ça nous permet d'avoir un modèle qui est valide pour n'importe quel rapport de température et donc qui inclut aussi les effets des rayons de l'armor ionique. Ce qui est intéressant avec ce modèle, donc là vous avez le taux de croissance de la reconnexion. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il va faire le lien entre différents modèles réduits. Donc les points rouges ici, c'est des prédictions analytiques qui ont été dérivées avec un modèle qui néglige les rayons de l'armor ionique, parce que dans le régime ion froid, les ρI est en fait très très petit, donc on peut négliger ces effets de rayons de l'armor ionique. Les points bleus ici, c'est aussi une prédiction analytique qui a été obtenue dans le cas où on néglige aussi ces effets de rayons de l'armor ionique parce qu'ils deviennent très très grands. Et ça en fait c'est le régime Electron MHD qui décrit donc une dynamique très rapide des Whistler waves. Et en fait notre modèle permet de faire un sort de lien entre ces modèles-là. Déjà on obtient des accords qui sont très bons avec la théorie linéaire. Mais ça nous permet aussi de couvrir notamment une région assez intéressante qui est la région du vent solaire, où les ions sont en général plus chauds que les électrons et peut-être entre 10 à 40 fois plus chauds que les électrons. Et ce modèle donc se réduit à des modèles fluides, Reduced Electron MHD, et aussi permet de décrire des Inertial Kinetic Alven Waves. Lorsqu'on prend des ions très très chauds, donc ça c'est aussi juste un exemple de ce qui est fait dans ce travail. Lorsqu'on prend les ions très très chauds, en fait la reconnexion devient tellement rapide que là ce que vous voyez ici c'est que un quart de la boîte, donc c'est uniquement le bord de l'îlot magnétique qui grossit. La reconnexion devient tellement rapide qu'entre l'inflow et l'outflow, il y a un velocity shear qui se forme, et ça crée en gros une instabilité Kelvin-Helmholtz. Donc d'abord des vortex fluides qui vont donc tordre le champ magnétique pour former des vortex magnétiques. Donc vous avez de la reconnexion secondaire due au fait que en fait, la reconnexion est tellement rapide que ça crée des instabilités fluides. On peut étudier donc la turbulence qui est générée par cette reconnexion. Encore une fois, comme je l'avais dit, on ne peut pas voir, mais il y a peut-être 2000 ou 2000 points dans les deux directions. C'est une simulation 2D. On peut avoir un spectre électromagnétique qui est très très large et qui va bien en dessous des échelles cinétiques comme l'inertie des électrons, le rayon de l'armor électronique, avec ces modèles-là. Et ça serait évidemment très cher numériquement de faire une simulation avec un spectre aussi étendu, avec un modèle cinétique. Donc ça montre encore aussi une application possible de ces modèles réduits. Donc je vais mettre la conclusion là. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 1 minute. Donc voilà la conclusion de ce nouveau diagramme des régimes pour l'instabilité plasmoïde sans collision.
La turbulence qui est induite par les ions chauds dans ce nouveau travail. Et si vous êtes intéressé, il y a évidemment plein d'articles en fait, qui utilisent ces modèles gyrofluides. Notamment, il va y avoir une review qui va bientôt sortir, qui a été acceptée. Il y a aussi des travaux sur la turbulence 3D, balance and imbalance turbulence. Il y a des modèles qui prennent en compte des effets Landau, parce que la fermeture permet en fait d'inclure certains effets Landau. Il y a des modèles qui prennent en compte l'anisotropie de température, donc qui peuvent décrire des instabilités qui sont déclenchées par cette anisotropie de température. Et la plupart des modèles, ça dépend de la fermeture qui est appliquée, mais la plupart des modèles sont aussi hamiltoniens, ce qui permet aussi de faire des études de stabilité, de vortex magnétique, etc. Et il y a aussi d'autres exemples dans la littérature. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Camille. Une ou deux questions ? Merci. D'abord, merci de votre exposé extrêmement clair. Je suis extrêmement loin de cette communauté plasma naturel. J'ai évidemment eu simplement l'impression de comprendre, mais c'est une grande qualité que vous avez. J'ai une question très naïve. Est-ce que dans tous vos modèles, il y a des points que vous pouvez corréler aux observations des missions spatiales telles que MMS par exemple ? Ce qu'on peut comparer justement, c'est les résultats qu'on obtient pour les taux de croissance linéaire de la reconnexion avec les temps de reconnexion qui sont observés par MMS ou par cluster par exemple. Donc notre taux de croissance va nous permettre de déterminer en combien de temps la reconnexion va avoir lieu, et ensuite on peut comparer ça à des observations. Ce sont des phénomènes qui sont extrêmement rapides et à petite échelle finalement. Enfin, petite échelle pour des choses extrêmement gigantesques, que c'est quoi ? C'est une bonne question. J'avoue que je suis assez loin des observations, mais par exemple, MMS maintenant est capable d'observer de la reconnexion à l'échelle électronique, et c'est une reconnexion qui va beaucoup plus vite que la reconnexion, la reconnexion qui prend en compte en fait des jets ioniques est beaucoup plus lente. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut décrire cette reconnexion électronique si on prend par exemple une limite de notre modèle, qui est la limite électron-MHD, dans laquelle on suppose que les ions sont immobiles. On obtient des taux de croissance qui sont beaucoup plus rapides, et on arrive à peu près à comparer en fait ces nouveaux résultats MMS qui montrent de la reconnexion très rapide grâce à ce modèle-là, par exemple. En général, la tendance est plutôt bonne, oui. Une autre question pour Camille, oui. Non, l'enregistrement, c'est mieux. Et merci aussi pour la présentation très claire, j'ai trouvé. J'avais une question sur l'hypothèse du champ guide très fort. Et du coup, alors j'imagine que ça doit s'appliquer dans certaines zones de la magnétosphère. Peut-être, est-ce que dans le vent solaire, par exemple, ça s'applique, ou il n'y a pas un champ très très fort, et surtout il est turbulent. Donc voilà, je voulais savoir la limitation de ce modèle par rapport aux environnements naturels dont tu as parlé. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, donc, en général, quand ils reportent des observations dans la magnétosphère, ils arrivent à avoir de tout, des cas sans champ guide et des cas avec champ guide. Donc évidemment, on va comparer que les cas dans lesquels, en général, ici, ils observent une centaine d'observations, il y a quand même une moitié des cas avec un champ guide fort. Donc il y a un peu de tout dans la magnétosphère. Mais effectivement, comme je l'ai dit, notre modèle il va s'appliquer qu'à un régime très restreint à la fin. Mais c'est un peu le cas de tous les modèles réduits, je dirais. Ouais. J'ai deux questions, à vrai dire, de plus ou moins béotiens. La première, c'est est-ce qu'on peut imaginer coupler ce modèle gyrofluide avec des particules test pour prévoir le transfert d'énergie magnétique en énergie cinétique? Et le deuxième, c'est est-ce qu'on peut imaginer l'étendre au régime relativiste? C'est une bonne question. C'est deux choses auxquelles on a pensé en fait.
des particules tests, oui, c'est possible. Personne ne l'a encore fait. Comme ces modèles sont assez récents, pour l'instant, on est un peu encore dans la phase d'étudier tous les différents régimes, etc. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui va venir juste après. Ajouter des particules tests pour regarder l'accélération, etc. Et pour le régime relativiste, je crois qu'il y a des modèles qui existent déjà. Par exemple, en tout cas, des modèles gyrocinétiques avec des effets relativistes, il me semble que ça existe. En tout cas, les équations existent sur papier. Je ne sais pas si elles existent dans un code. Et puis, il y a au moins un travail analytique qui a été fait avec un de ces modèles-là, qui inclut des effets relativistes. Mais je n'ai pas le nom en tête. Mais c'est aussi très nouveau, je pense. Merci. Bien, Yeah. Merci à vous pour votre attention vive et vos questions pour ce matin. On peut passer maintenant à la pause café. On revient dans 20 minutes maximum.